Merci beaucoup, Pierre. C'est un honneur de venir ici pour essayer d'être à la hauteur de l'événement, en essayant d'introduire des différents aspects sur l'outil génétique dans cette médecine personnalisée, même si le terme, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas forcément facile. Alors, l'hérédité, c'est pas quelque chose de très nouveau. Tout le monde sait qu'on se ressemble entre parents et enfants, et tout le monde sait qu'on peut éventuellement avoir un risque en fonction de ce qu'on a vécu dans la famille. La personne de gauche qui est médecin dit à son patient « Bien sûr que vous avez une maladie héréditaire, mon père a soigné votre père pour la même chose. » Et ici, ce patient se plaint du fait que ses parents sont morts, que ses grands-parents sont morts et que c'est probablement un trait qui est héritable dans la famille. Mais en dehors de l'aspect évidemment un petit peu drôle de ces planches, ce que je voulais voir derrière cela, c'était que cet aspect que nous connaissons tous, héréditaire, a connu, comme l'a dit Pierre, une vraie révolution dans les 10-20 dernières années par le séquençage du génome humain, par des connaissances génétiques qui s'accumulent au fur et à mesure des années et qui ne sont pas terminées, et la possibilité d'interroger le génome humain avec des outils de plus en plus performants. Et donc on a maintenant, au moins dans certains grands laboratoires, la possibilité d'avoir des accès à des puces qui vont vous permettre d'identifier pour chacun d'entre nous des millions de polymorphismes communs dans la population humaine, ces polymorphismes pouvant être des polymorphismes ponctuels ou des polymorphismes de longueur, et puis également des variations qui sont en dehors des séquences codantes, voire des variations épigénétiques également. Donc une complexité de la biologie, une complexité du vivant, en tout cas sur l'échelle de l'ADN, qui est extrêmement importante et qui a commencé à être utilisée pour faire le lien entre ces maladies héréditaires qu'on se connaît héréditaires et puis cet accès du génome humain. Alors, connaître ces gènes, c'est forcément très attirant. C'est très attirant, et quand on le prend en termes de médecine personnalisée, parce que par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, qui est le niveau de cholestérol, qui est le niveau de pression artérielle, c'est une information qui est invariante. On va avoir un certain polymorphisme ou des milliers de polymorphismes, mais on ne variera pas au cours de sa vie pour cette information-là. Elle est fixe. C'est une démarche qui est attirante pour le médecin. Il peut briller auprès de son patient. Prescription simple mais sophistiquée, éventuellement, quand on demande un test génétique. C'est attirant pour l'individu, le patient lui-même, ou bien l'individu sain, quête de soi et de sa famille. Et on verra qu'il y a un développement des autotests. On a parlé d'autosoins, mais il y a des autotests également sur Internet. Et ça peut représenter une certaine vérité contenue dans les gènes, chacun étant défini par cette vérité. On pourrait définir le génome comme une sorte de Bible des temps modernes. Alors, de ce fait-là, vous avez eu une explosion au cours des 10 dernières années d'offres génétiques sur Internet. Et je vous en ai cité quelques exemples ici. Il y a une société très connue qui s'appelle Decode.me, qui est basée au départ sur l'accès à la population islandaise et qui vous offre la possibilité d'avoir l'information sur un très grand nombre de variations génétiques normales ou à risque. Et ce n'est pas la seule, on va avoir la possibilité d'avoir différents types d'interrogations. Alors, ce n'est pas vraiment dans le cadre de la présentation ici, mais vous voyez que sur cette offre-là, on peut avoir des tests de paternité. Ils vous le proposent à moins de $100. Et on a actuellement 300 000 tests, un peu plus de 300 000 tests par an aux USA, autotests, en sachant qu'il y a 30% de tests qui vous donnent approximativement de la fausse paternité. Imaginez les conséquences sociales correspondant à cela. C'est les dernières statistiques, a priori, qui viennent de sortir. On peut connaître ses ancêtres par la génétique, parce que par le profil éventuellement de vos variations génétiques, vous pouvez demander à ce que votre profil de variation génétique puisse savoir si éventuellement vous êtes originaire de la région d'Europe du Nord, de la région d'Europe du Sud ou d'une ethnie particulière. Vous pouvez avoir des amis sur Internet via la génétique. C'est fantastique, au cas où vous n'en auriez pas autour de vous, puisque vous pouvez avoir des amis non seulement reliés à vous, ça va être votre frère, votre sœur, etc., et vous allez pouvoir vous comparer sur les polymorphismes, sur les variations, sur votre profil génétique, mais encore mieux, vous allez pouvoir vous comparer aux public friends
qui sont des gens très célèbres, comme vous voyez, M. Stephenson, donc, qui a été l'instigateur de Decode Genetics, M. Craig Venter ou M. James Watson, et vous allez pouvoir comparer votre génome au leur. Donc il y a un aspect extrêmement ludique, intéressant, informatif, qui ne va pas forcément rentrer initialement dans le cadre de la santé, mais qui fait en sorte derrière de réellement vous donner des possibilités. Alors sur la santé elle-même, on va y venir, et donc on se retrouve pour aujourd'hui avec la problématique de est-ce qu'il vous est possible d'interroger soit via votre médecin ou il y a des centres hospitaliers, soit via Internet, votre génome pour faire en sorte de connaître un peu mieux votre risque ou votre profil lié à différents types de pathologies. Alors ça, on vous donne accès à cela par Internet et je vous donnerai quelques exemples là-dessus. Et la question, bien entendu, qui est derrière cela, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ce genre de choses et est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée en particulier pour la santé, pour qui vous êtes. Alors je voulais présenter cela avec, en même temps, ça permettra d'introduire très rapidement ce qui sera dit par la suite par le professeur Pierre-Laurent Puig sur, très schématiquement, la prédisposition aux maladies. On va avoir ce que l'on connaît bien en termes de génétique, ce que connaissent bien les pédiatres qui ont été vraiment les fondateurs, au moins en France, de la génétique, c'est les maladies dites mendéliennes, liées à une mutation forte sur un gène donné, qui entraînent des pathologies rares, sévères, de transmission dominante, de transmission récessive ou autre. Et on connaît tous la myopathie, la mucoviscidose, les hémophilies, et des dizaines de maladies rares comme celle-ci. Alors, ce n'est pas complètement à exclure sur niveau populationnel, parce que vous savez que, certes, les maladies sont rares, mais comme il y a des milliers de maladies rares, on finit par avoir des millions de personnes qui sont atteintes de maladies rares. Et donc, quand on prend cet aspect populationnel dans son ensemble, c'est une population, un groupe de sujets qui est à l'évidence à prendre en considération. La deuxième, si on veut être schématique, le deuxième groupe de maladies, c'est les maladies à hérédité forte. Cette fois-ci, on se retrouve avec quelque chose qui est un facteur de susceptibilité. On a la mutation ou on a la variation génétique ou on a des variations génétiques qui vont nous entraîner une susceptibilité à développer la maladie, mais pour lequel on n'a pas toujours la maladie. Et d'ailleurs, c'est un lien assez net avec les maladies mendéliennes, mais par la suite avec les maladies dites communes à hérédité multifactorielle, où on se retrouve avec un profil génétique, des dizaines de variations génétiques, des centaines de variations génétiques qui peuvent avoir un effet faible et qui, combinées l'une à l'autre, liées à l'environnement, combinées à l'environnement et combinées à des facteurs qu'on ne connaît pas, fait en sorte que vous êtes un peu plus à risque de développer du diabète, de la maladie coronaire ou de l'asthme. Et donc, je voudrais prendre deux exemples à partir de ça pour vous montrer un petit peu comment les outils génétiques peuvent être ou non pertinents dans ce calcul de risque. Alors, d'une part, la maladie mendélienne avec l'hérédité forte, en France, c'est régi par la loi. Donc, on peut faire des analyses ciblées sur une transmission de maladies à partir du moment où les gens sont vus en consultation, en général multidisciplinaire, et on fait en sorte derrière de leur proposer un test qui sera proposé à partir du moment où il peut entraîner un effet, en tout cas, peut avoir a priori une modification de prise en charge, un effet bénéfique sur la personne elle-même. Je vous présente simplement très rapidement, pour vous fixer les idées, ce qu'on fait sur une pathologie à l'hôpital, mais on pourrait faire d'autres exemples. Voilà typiquement une maladie qui s'appelle Ehlers-Danlos vasculaire, une maladie rare, 1 pour 200 000 personnes. Malheureusement, les gens qui sont atteints ont une mutation sur un collagène, sur le procollagène 3. De ce fait-là, ils ont des vaisseaux anormalement fragiles qui développent des anévrismes ou qui peuvent se rompre. Et ils peuvent également avoir des tubes digestifs anormalement fragiles qui peuvent eux-mêmes se rompre avec une transmission, comme vous le voyez, les gens en noir ici sont atteints, en général qu'on dit verticale, c'est-à-dire transmission autosomique dominante. Les gens qui ont la mutation vont développer la maladie. Maladie sévère, quand on a 25 ans, on a déjà en général un premier événement. Donc l'âge moyen de complication des patients que l'on voit à l'hôpital, c'est 27 ans. Et on sait qu'à l'âge de 50-60 ans, ils ont tous eu au moins une complication. Et on sait aussi, par différentes études qui ont été faites, que la médiane de survie, vous voyez, est quand même très atteinte, puisqu'elle est moins de 50 ans. Donc pathologie sévère, transmission dominante,
qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il peut y avoir éventuellement des mesures préventives ou des mesures curatives, pour l'instant qui sont extrêmement limitées, mais il y a la possibilité de faire des tests au moins de reconnaissance de la maladie, qui est plus souvent méconnue, avec sur un gène qui vous est exposé là, avec les complications, pour ceux qui ne sont pas généticiens, des exons, des introns, et il y a un gène qui est assez long, qui a environ 51 exons sur plus de 40 kilobases, qui code pour une protéine, une triple hélice de collagène, que vous voyez ici en bidimensionnel, et qui peut avoir tout un tas de mutations tout le long du gène, avec pour chaque famille différente, une mutation différente pratiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la génétique, dans le cas présent, non seulement peut donner un cas d'identification dans la famille, du cousin, de la sœur, etc., avec les mesures appropriées, mais peut également dire si vous avez ou non une mutation plus ou moins sévère. Donc la sévérité de l'atteinte, telle qu'en tout cas on peut la voir dans cette pathologie, peut être reliée en partie, pas beaucoup, mais en partie, au niveau génétique d'atteinte. Ce qui fait qu'on va pouvoir aussi, dans le conseil génétique, faire en sorte de prendre en charge de façon un peu plus aiguë, on va dire, ou un peu moins aiguë, tel ou tel type de patient. Donc il y a aussi des prises en charge ministérielles, avec des cartes de pathologie, avec éventuellement aussi des prises en charge plus lourdes, et la possibilité d'appliquer certains médicaments, ici un traitement bêta-bloquant, qui semble bénéfique dans cette pathologie. Les sujets en rouge, c'est l'incidence de complications, et vous avez les sujets qui sont sans traitement, les sujets qui sont avec traitement, je crois, et c'est le pourcentage de complications qui baisse en rouge. Deuxième volet, on est dans la pathologie, on est dans la population générale, et on est dans la population générale avec une pathologie, si on parle de maladie coronaire, qui est très multifactorielle. Donc on connaît les facteurs de risque, je vous en ai mis quelques-uns ici, le manque d'exercice, le tabac, l'alimentation, et de nombreux gènes qui sont en cause ou qui peuvent favoriser cette maladie. Est-ce qu'en soi, la génétique peut être intéressante? Internet va nous dire oui. Il vous propose de faire le cardioscan pour vous. Autrement dit, il va vous proposer de pouvoir directement, à condition d'envoyer votre carte de crédit, d'avoir un certain nombre de polymorphismes mesurés qui sont ou non associés par différentes études à la maladie. Alors pour faire cette offre-là, je me suis mis sur le site et je me suis dit éventuellement, on va voir s'il y a tel ou tel polymorphisme, je vais changer quelque chose. Alors j'ai eu la désagréable surprise pour le polymorphisme que j'ai trouvé. Alors je m'améliorais par rapport aux personnes habituelles de la population générale. Donc j'avais 95% de risque par rapport aux 100% de risque. Je dis ça c'est plutôt bien. Mais quand j'ai regardé ensuite le risque absolu, en tout cas, il est estimé que j'allais avoir 40% de chance malgré tout, enfin 39,8 chances d'avoir une maladie coronaire versus 42 pour les autres. Donc je me suis dit que tout ça, c'était quand même pas une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut, sur ces variations génétiques, avoir une vraie information pertinente dans notre prise en charge? Ça nécessite plusieurs prérequis. La première, c'est est-ce qu'il y a vraiment, à travers des études, des variations génétiques, des polymorphismes à risque dans des populations qui ont été validées par différentes études en termes d'association. La deuxième, c'est est-ce qu'on connaît, pour chacun de ces polymorphismes, l'estimation du niveau de risque qui peut être attribuable à chacun de ces polymorphismes. Autrement dit, j'ai le polymorphisme A par rapport à G, je sais à travers différentes études qu'il est associé avec un P à 10-7 ou 10-8, peu importe, mais systématiquement, le niveau de surrisque, c'est 1,2, 1,5, mais qui est assez fixe, de façon à ce qu'il me donne une information pertinente, et pas comme l'indiquait Joël Ménard tout à l'heure par rapport aux différents médecins qui évaluent le risque, quelque chose qui soit assez fixe pour être effectivement pertinent et derrière reproductible. La troisième élément, c'est est-ce que cet polymorphisme-là va pouvoir, quand on a vu la courbe également que nous a présentée Joël Ménard, on a compris que l'âge et le sexe expliquaient tout, est-ce que si on rajoute le polymorphisme, on va pouvoir effectivement entrer encore un peu plus dans la courbe et qui nous disent qu'il y a une information pertinente. Et enfin, puisque toutes ces données sont en général rétrospectives, sur des études de population qui ne sont pas toujours représentatives de qui vous êtes, est-ce qu'il y a également des études prospectives qui peuvent montrer que l'utilité de l'utilisation a priori de ces polymorphismes dans la prise en charge?
Donc inutile de vous dire que si on prend l'ensemble de ces prérequis, je peux arrêter ma présentation ici, car on n'arrivera jamais au niveau 4. En général, on n'arrive pas au niveau 3, et éventuellement on arrive au niveau 1 et 2 simplement pour le moment. Et je voulais vous montrer l'exemple de la maladie coronaire. Donc la maladie coronaire, pour moi, ça a été une grande surprise quand, il y a 5 ans environ, 4 ans, les études de génome entier qui ont comparé des polymorphismes génétiques chez les gens qui avaient une maladie coronaire, infarctus, par rapport à des gens qui n'en avaient pas, ont montré que vous aviez effectivement certains polymorphismes ou certaines régions chromosomiques qui étaient associées à cette maladie, mais qu'il y en avait une en particulier sur la région du chromosome 9 qui semblait, là ce sont des logarithmes de valeurs de P, là ce sont chromosome par chromosome, chaque point représente un polymorphisme, et vous avez ici toute une série de polymorphismes, toute une région qui est associée à la maladie. Si on va dans le détail, cette région ici, qui vous est détaillée comme si on zoomait sur cette ici, vous avez ici les polymorphismes qui correspondent à une série de gènes, et ces polymorphismes-là sont dans des régions non codantes, vraisemblablement associées à des expressions de gènes locales qui sont différentes, en tout cas dans les cellules musculaires lisses. Alors les gens ont affiné, ça a été répliqué dans plein d'études, donc dans le niveau 1 et 2 de preuve, il n'y a aucun problème par rapport à ces variations génétiques. Vous avez des odds ratios qui sont systématiquement de 1,2, 1,3, et systématiquement qui sont dans cette région, qui n'est pas une région directement codante, qui est proche d'un gène, d'un ARN non codant, et de 2 gènes qui codent pour des imiteurs de cycline, donc impliqués dans la division cellulaire. Donc, comme je vous le disais, ça a été confirmé. Et donc là, le critère 2, si on le regarde dans différentes méta-analyses, et là j'ai sorti qu'une seule méta-analyse, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites, elles sont extrêmement stables par rapport à la maladie coronaire. Vous avez ici un polymorphisme qui est incontestablement important. Maintenant, est-ce que ça permet de prédire la maladie? Alors il y a une différence entre la sensibilité d'un test, sa spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative de ce test. Donc si vous regardez la sensibilité, si vous regardez le test positif, vous voyez qu'il est effectivement plus fréquent chez les malades que chez les non-malades. Pas de souci, et le P est effectivement à très grande valeur de significativité. Inversement, il est moins fréquent, le test est négatif, il est moins fréquent chez les malades que chez les non-malades. Mais ce test est tellement fréquent, aussi bien dans les deux catégories, qu'en définitive, sa sensibilité et sa spécificité sont proches de 50%, et que de fait, les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives de cela sont également proches de 5%. Donc ne jetez pas votre argent par les fenêtres, n'interrogez pas Internet, lancez la pièce et vous aurez pile ou face, ce sera à peu près le niveau de preuve que vous donnera un polymorphisme donné particulier. Alors sur un polymorphisme, on peut avoir cette critique. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on n'a évidemment pas un infarctus du myocarde parce qu'on a un polymorphisme de susceptibilité, mais non seulement tout un tas de facteurs de vie, mais également une série de facteurs de susceptibilité. Et donc ça a été effectivement travaillé ici par Stephen Humphries sur une large population d'hommes et qui vous donne ici la distribution d'hommes qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., X polymorphismes de susceptibilité. Donc en moyenne, la plupart, pour ceux qui ont le risque moyen, ils ont 5 polymorphismes de susceptibilité. Ceux qui sont plus chanceux, ils en ont que 2 ou 3. Ceux qui sont moins chanceux, ils vont en avoir 8, 9 ou 10. Et puis vous avez cette droite ici, qui vous est indiquée, et qui représente le niveau de surrisque que vous allez avoir en fonction de ces polymorphismes de susceptibilité. Si j'ai 10 polymorphismes de susceptibilité, je vais avoir un niveau de surrisque de 1,5. Si j'ai à l'inverse 2, je vais avoir un niveau de surrisque qui va être baissé pratiquement de 50%. Alors évidemment, quand je fais la comparaison de 10 par rapport à 2, je dis c'est drôlement différent. Mais vous voyez qu'en même temps, c'est sur une échelle de valeur qui est quand même très faible, et qu'en définitive, la comparaison de l'un par rapport à l'autre, elle est effectivement assez importante dans l'échelle de surrisque, mais que si vous ajoutez un génotype par rapport à un autre, le niveau de surrisque pratiquement ne change pas. Stephen Humphries, dans son modèle, est allé plus loin en se disant, si on reprend les équations de Framingham, est-ce qu'en ajoutant ou pas un polymorphisme du chromosome 9p21, celui qui nous donne a priori une association avec l'infarctus du myocarde, est-ce que ça va changer la prédiction
de ceux qui devraient être traités, par exemple avec des statines, en disant, si on dit que le niveau de score de risque coronaire calculé par Framingham est ici dans la population moyenne, et qu'on dit qu'il faut traiter valeur seuil à un niveau de 23 les sujets, est-ce que si jamais je rajoute mon polymorphisme, je vais changer un petit peu la classification? Et est-ce que ça va être pertinent de changer cette classification? Donc apparemment, oui, on peut changer la classification. On va avoir, par l'ajout de polymorphisme du chromosome 9p21, 55 hommes supplémentaires qui vont rentrer dans le groupe au-delà de 23, d'après ces prédictions. Ça a l'air assez calé dans les prédictions que j'ai lues, et je ne suis pas incapable de critiquer, mais ça avait l'air très sérieux en termes de résultats qui, de façon populationnelle, étaient tout à fait nets. Mais vous voyez que c'est quand même très peu de sujets qui bougent sur simplement la prédiction de ceux qui devraient éventuellement être traités par statine. Donc, une fois de plus, je ne parlerai pas de l'ajout d'informations type la courbe que vous a montrée Joël Ménard, car je n'ai pas d'informations de ce type-là, et il n'y a pas eu d'études prospectives. Alors, 2 éléments pour terminer que je voulais vous montrer. Le premier, c'est qu'au-delà de la prédiction de la maladie, comme il a été dit à un moment ou à un autre, l'interaction médicamenteuse peut être intéressante à dépister à travers les tests génétiques. Je vous ai pris ici l'exemple du clopidogrel, qui est un antiagrégant récent, qui est un bloqueur d'un récepteur plaquettaire et qui va être intéressant pour essayer de prévenir les thromboses coronaires, en particulier quand on a une angioplastie après infarctus du myocarde ou en cas d'insuffisance coronaire aiguë. La problématique de ce médicament, c'est qu'il y a une grande variabilité interindividuelle dans sa disponibilité, dans la pharmacodynamie, et que c'est une prodrogue qui nécessite une biotransformation pour être active, via une isoenzyme hépatique, cytochrome P450, et cette isoenzyme, CYP19, qui elle-même a des polymorphismes génétiques qui, en grande partie pour un allèle, vont vous donner une enzyme qui va fonctionner plus ou moins bien. Et c'est assez fréquent dans la population, d'où éventuellement des modifications de concentration de la molécule et de l'activité. Et donc, si vous faites le calcul de regarder en fonction de si vous avez 1 ou 2 allèles correspondant à CYP2C19, soit pour l'infarctus du myocarde à la façon aiguë, mais surtout pour la thrombose après avoir fait l'angioplastie et en général après avoir mis un stent, vous vous apercevez que le surrisque d'avoir une thrombose liée, une thrombose après stent, va être très important, presque de 3, si vous avez 1 ou 2 allèles correspondant à CYP19. Autrement dit, vous avez ce polymorphisme génétique, environ 20% de fréquence dans la population, manque de chance pour vous, vous n'allez pas bien répondre au traitement antiagrégant, et donc vous aurez plus de thrombose après la manœuvre d'angioplastie qui vous est donnée. Donc derrière, cela fait réfléchir, et derrière, cela peut se corriger. Autrement dit, si nous connaissons a priori votre polymorphisme génétique, on peut essayer, et ça a été modélisé, de vous donner le niveau de drogue clopidogrel plus important que vous ne l'auriez eu spontanément, et de ce fait-là, de rattraper la dose, de diminuer le nombre de non-répondeurs par simplement l'augmentation de la dose. Évidemment, les laboratoires ont été plus malins, ils ont pris des médicaments qui n'ont pas d'effet par le cytochrome, et ce qui fait qu'il n'y a pas de variation derrière directement d'utilisation du clopidogrel, mais vous pouvez imaginer que cet effet d'interaction pharmacogénétique est évidemment tout à fait intéressant en termes d'information. Je voudrais terminer avec l'utilisation de l'ensemble du génome. Je vous ai donné quelques exemples ici de maladies rares, maladies communes, avec l'infarctus du myocarde ou une interaction médicamenteuse dans l'infarctus du myocarde. Et comme il a été dit, l'information sur l'ensemble du génome va être, pour des raisons de coût, de plus en plus facilement disponible. L'information, est-ce qu'il est possible d'intégrer toutes les données correspondantes? Et on va regarder que ça a été testé au moins au niveau cardiovasculaire. Donc c'est une étude qui est parue l'année dernière dans Lancet, il y a 1 an et demi maintenant, et qui se proposait d'analyser une personne, qui est cette personne ici, qui va bien, qui a une quarantaine d'années, et qui a un certain nombre d'antécédents dans la famille, en particulier d'anévrisme de l'aorte, ou bien de maladies coronaires. Vous voyez que son père et son oncle avaient une maladie coronaire, qu'il y a eu une histoire de mort cardiaque assez précoce
chez un neveu. Sinon, c'est une famille assez banale. Les filles sont en rose, les messieurs sont en bleu, donc tout est à peu près dans le meilleur des mondes. Et vous avez sinon des variables, pour ceux, vous ne le voyez pas, mais on a des variables classiques de dossier médical qui n'ont pas de choses particulières. Alors vous allez encore moins voir, mais parce qu'il y avait beaucoup de polymorphisme génétique, il y a environ 2,7 millions de polymorphismes qui ont été analysés chez ce sujet-là, et à la fois pour des variations fréquentes dans la population humaine, et des variations rares, voire des mutations nouvelles. Donc on fait le séquençage du génome humain. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que ce monsieur, éventuellement, il a d'une part un polymorphisme au niveau de la lipoprotéine A qui peut le rendre susceptible éventuellement d'augmenter un petit peu la maladie coronaire. Cela dit, le polymorphisme, quand on le regarde lui-même et qu'on regarde si vraiment il est pathogène, entre guillemets, on voit qu'il est plutôt bénin, donc on n'est pas sûr de notre affaire. Alors ensuite, on regarde par rapport à des maladies rares. Il est hétérozygote pour l'hémochromatose, donc il a une mutation pour l'hémochromatose. C'est une maladie récessive, l'hémochromatose. Donc en soi, il n'est pas lui même à risque, mais on pourrait imaginer que si l'information qu'on lui donne, il est hétérozygote pour l'hémochromatose, ça veut dire que sa femme, on va falloir les génotyper aussi pour savoir si eux-mêmes sont à risque d'avoir des enfants avec hémochromatose. Et puis on voit aussi qu'il a plusieurs mutations inattendues sur des gènes qui peuvent favoriser ici une dysplasie arythmogène du ventricule droit ou bien une cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est assez intéressant parce que vous vous rappelez peut-être qu'il avait un neveu qui était décédé de mort subite à l'âge de 19 ans. Donc on peut éventuellement faire un rapport, ou pas du tout de rapport, avec ces données-là, mais comment le monsieur va interpréter cela, comment le médecin va interpréter cela, vous voyez que la grande complexité de cela. Et puis il est aussi hétérozygote pour la mucoviscidose, même raisonnement que pour l'hémochromatose dans le cas de pathologie récessive. Et il a des polymorphismes pharmacogénétiques, et on pourrait parfaitement imaginer qu'on lui donne cette carte-là en lui disant attention, en ce qui vous concerne, prenez plutôt pas des bêta-bloquants parce que vous avez ici une variation génétique assez commune, mais qui donne plutôt une résistance au traitement bêta-bloquant. Si vous êtes traité par antivitamine K, vous auriez plutôt la nécessité de diminuer les doses parce que effectivement, vous serez plus sensible qu'un autre à des antivitamines K, etc., etc. Donc il y a une masse d'informations incroyable qui est donnée par l'information du génome à partir du moment où l'ensemble des informations correspondant à chacun des génotypes est validée. Et on rentre toujours dans les problèmes des équations. Est-ce qu'on a validé l'information de façon rétrospective, prospective, dans la population à laquelle vous faites partie, puisque pratiquement toutes les études qui ont été faites en général ont été faites dans des populations dites caucasiennes de façon générale, et ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors ils ont été un peu plus loin, en regardant par chacun des grandes pathologies. On va regarder sur obésité, maladie coronaire, diabète, dépression, cancer de la prostate, on va s'arrêter là. Le niveau de risque initialement prédit en fonction de l'âge, du sexe, et puis ce que faisait dévier comme information le polymorphisme génétique. Donc vous voyez par exemple, au départ, il n'a pas grand risque d'obésité, mais il a 13 polymorphismes qui sont plutôt en faveur de l'obésité, donc il est plus à risque d'obésité qu'initialement on pourrait le croire. Même chose pour le diabète de type 2. A l'inverse, si on regarde ici, je crois que c'est pour la polyarthrite rhumatoïde, ou ici pour la maladie d'Alzheimer, si on prend que la POE4 éventuellement est un facteur de risque, ils vont plutôt dans le sens inverse. Donc son âge lui donnait plutôt un niveau de risque, mais quand on regarde le polymorphisme génétique, il a quelque chose qui va plutôt être rassurant. Donc tout ça pour vous dire qu'on a là à faire, et puis on peut faire l'analyse ensuite polymorphisme par polymorphisme, et je vous fais grâce de ces analyses qui sont quelquefois fastidieuses. La conclusion, c'est que pour un sujet donné, en fonction d'algorithmes sophistiqués que l'on pourrait donner, ils peuvent être faux, comme l'a dit Nicolas Postelvini au départ, mais on a des algorithmes basés sur des études d'association, des niveaux de risque relatifs pour chacun des polymorphismes, eh bien, ce monsieur, on va lui dire vous êtes plutôt à risque de maladie coronaire. Il le savait, il y avait son papa et son oncle, mais bon, plutôt à risque de maladie coronaire, plutôt à risque de type de diabète, d'obésité et d'ostéoarthritis, enfin d'arthrite rhumatoïde. Et derrière, il faudrait arrêter le tabac, faire de l'exercice et attention à votre diète. Je vous accorde que les messages sont moins sophistiqués que la méthodologie, n'empêche que vous pouvez reformuler le profil de la personne en fonction d'un certain nombre de polymorphismes qui vous sont donnés. Donc voilà demain le futur de la médecine,
c'est l'ubimédecine telle que l'a défini Nicolas Postel-Vinet. On fera derrière des prélèvements à distance, des résultats online, on parlera sur écran à notre médecin. Est-ce que c'est le futur qui est souhaitable? Je ne sais pas. Ce que je voulais vous mettre derrière, c'est que derrière cela, le niveau de prédiction, une fois de plus, n'est pas un niveau de prédiction qui soit évidemment absolu. Vous avez compris la grande relativité de ces risques prédictifs, qu'il y a derrière des enjeux qui sont financiers, extrêmement importants, et qui sont quelquefois, en termes d'enjeux ou d'enthousiasme, hors de proportion, effectivement, avec les résultats. N'empêche que cette combinaison de marqueurs génétiques peut être, à mon avis, quelque chose à suivre. Pour complexifier encore un peu, et je n'en ai pas du tout parlé, on arrive aussi avec des informations, les laboratoires arrivent aussi avec des informations sur des données d'épigénétique, de méthylation du génome, voire de micro-ARN. Et là, on rentre dans un niveau de complexité qui va de loin dépasser toutes nos équations. Merci de votre attention.